Le travail est-il une torture? Vivement la retraite, c'est le débat en ce moment et c'est un premier roman qui interpelle. Anne-Laure Delahaye, La poésie des marchés. Un premier roman, Anne-Laure Delahaye chez Albin Michel. Vous dites à la couverture, la vie de bureau est fantastique. Vous allez à l'encontre finalement de tous les discours qu'on entend. Vous nous dites au fond, la vie de bureau est fantastique, mais quand on va parler de votre roman, c'est quand même incroyable ce que vous racontez parce qu'on se dit c'est fantastique et c'est complètement dingue aussi ce qui se passe. Oui, c'est complètement fou. Est-ce que c'est fantastique? En tout cas, c'est le désir qu'ont mes personnages, c'est de réenchanter cette vie de bureau qui, a priori, est parfois ennuyeuse, parfois stressante, un stress exacerbé par les contextes de crise qu'on connaît, etc. Et donc, la poésie des marchés, c'est justement des personnages qui ont envie de réenchanter ce quotidien qui paraît très terne. Non, mais non, attendez, la poésie des marchés, vous travaillez ça se passe dans un milieu où on parle des cours de pétrole, l'électricité, en ce moment, c'est d'actualité avec la guerre en Ukraine. D'ailleurs, vous en parlez aussi. Comment on peut avoir de la poésie dans un monde pareil, où au contraire, on s'imagine qu'il y a du stress? Je pense justement que c'est ce stress, cette pression qui exacerbe le besoin de poésie. Il y a des mondes très austères, presque hostiles, dans lesquels la poésie devient une nécessité et un antidote en fait pour y résister. Et donc la poésie, l'humour. Et donc dans ce contexte, plein de pression des marchés de l'énergie, par exemple, mes personnages ils prennent le temps de rire et de sourire, alors que c'est pas ce qu'on attend d'eux effectivement a priori. Oui. Alors vous imaginez un personnage qui s'appelle Lucie. Elle arrive au milieu de ce monde qui a ses codes, ses abréviations, en fait, qui se rend compte qu'il y a sa logique propre, mais qui est une logique, au fond, un peu folle. Et vous montrez combien cette logique est folle. Oui, Lucie, c'est la narratrice, la personnage principale, c'est une analyste marché. Elle est en quête de sens dans son travail, qui lui paraît effectivement fou. Et face à cette folie, elle a ce remède qui est la poésie, le regard décalé et tout un tas de stratagèmes les plus loufoques les uns que les autres, mais qui lui permettent de redonner du sens à cette folie. Oui, une folie, d'ailleurs, on voit derrière un iguane, un lézard immense. C'est-à-dire qu'au fond, elle va être amenée dans une entreprise, dans une boîte, qui a ses réunions, qui a tout ce monde des bureaux modernes qu'on connaît. Elle va amener le monde vivant à travers un espèce de lézard géant. Exactement, parce que l'entreprise, souvent, les matériaux qui nous entourent, tout le monde qui nous entoure, c'est quelque chose de très un peu neuf, très aseptisé. Et donc, effectivement, elle va utiliser un iguane pour essayer d'inséminer un peu d'émerveillement, un peu de naturel au sein de l'entreprise, au cœur même du système où elle est plongée. Oui, et puis alors SDF qu'elle va prendre des élèves dans la rue et le faire monter dans la boîte. Et tout ça va devenir presque normal, entre dans l'entreprise. Oui, donc cette petite équipe d'analystes, collègues et amis se retrouve à rencontrer comme ça un sans-abri, une personne sans-abri qui attend devant les marches et de fil en aiguille, effectivement, vont lui trouver une petite place dans une salle inoccupée de l'entreprise. Et ce personnage Franck, qui fait irruption dans l'entreprise, c'est un peu comme le personnage qui pouvait le plus la dérouter, l'entreprise. C'est un artiste urbain, c'est un philosophe, c'est une espèce de... Il s'embarrasse de rien, il est très bizarre et à la fois, il va apporter beaucoup de fantaisie dans ce monde. Oui, enfin, ce qu'on découvre en lisant ce livre, qui est formidable, c'est un premier roman, il y a votre écriture, c'est effectivement, vous dynamitez les codes, vous dynamitez tout ce que l'on voit, tout ce qu'on connaît, et quelque part, on redécouvre ce monde de l'entreprise. Et on se dit, bon, il n'y a pas de jugement de valeur sur ce qui s'y passe. Mais au fond, on se dit, je le répète, c'est fou ce qui s'y passe. Oui, effectivement, c'est pas un livre qui condamne ou qui porte un regard méprisant ou sévère sur l'entreprise, parce qu'on a tous un peu plus ou moins affaire avec cette entreprise, avec ces entreprises. Il y a effectivement plein d'absurdités dans le quotidien de l'entreprise, de toutes les entreprises. Et ce livre, il les raconte, il en fait un reflet un peu décalé. Et puis un reflet aussi qui met en évidence aussi tous les liens humains et tout ce qu'il peut y avoir de merveilleux qui peut germer au sein de l'entreprise. Oui, une forme de... Alors, poésie, c'est le titre, hein. Mais c'est vrai, on pense à Jacques Tati, on pense à des films comme ça, peut-être Woody Allen, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'au fond, la poésie est au coin de la rue, là. On s'aperçoit que dans ce monde un peu impersonnel, froid, où on ne cherche que la rentabilité, y compris d'ailleurs, on ne voit pas derrière qu'il peut y avoir des vies qui sont en jeu, des guerres qui se développent. Il y a peut-être la possibilité comme ça de regarder les choses autrement. Oui, en particulier grâce à des haïkus, qui sont ces petits poèmes
qui sont glissés au fil du roman parce que la narratrice en écrit. Un haïku, c'est un poème qui a pour but de restituer sa poésie à l'ordinaire. Donc c'est vraiment ça le propos. Tout a l'air austère, compliqué, de la pression, et quelque part, parfois il suffit de s'arrêter, de décaler un peu son regard pour retrouver un peu de souffle et un peu de liberté intérieure. Ouais, mais en même temps, on se dit, bon sang, c'est quand même dingue, hein, cet univers de réunion. Alors, au fond, on se dit, ils ont besoin de ce que l'iguane peut leur apporter. Le côté contemplatif d'un grand lézard, ça calme. Ça calme. Et c'est parce qu'il y a une frénésie d'un côté, le monde qui court, les marchés qui sont frénétiques, la consommation, la croissance, tout ça. Et de l'autre côté, il y a de plus en plus de gens qui expriment le besoin de s'en extraire, de ralentir. Et ce que font mes personnages, c'est trouver un moyen, tout en restant au cœur du système, de ralentir. Justement, en trouvant cette salle, cet espace-temps aussi, dans lequel ils vont tout à coup développer leur poésie et s'installer. La poésie vibratoire du vivant. Alors vous créez comme ça des concepts qu'on n'avait jamais vus. Hein. Vous dites PVV parce que c'est toujours bien de donner les initiales, hein, ça fait plus chic. Oui, c'est bon. Alors, les initiales et les trigrammes, ça va bien avec le monde de l'entreprise aussi. Donc, évidemment, mes personnages qui sont très marqués par ces codes de l'entreprise, ils vont s'empresser de trouver un trigramme et une locution compliquée pour expliquer un concept assez simple qui est juste la contemplation, prendre le temps. Mais donc, la poésie vibratoire du vivant, c'est à la fois très fumeux et ridicule et à la fois, c'est un peu sérieux. C'est comment on peut dénicher dans le réel, en décalant son regard, des choses hyper savoureuses qu'on se serait pas attendu à y voir. C'est bon, vous mélangez Nietzsche avec le lézard. Finalement, est-ce qu'il y a une philosophie derrière tout ça ? Il y a des tentatives de faire germer la philosophie au sein de l'entreprise. Mes personnages organisent une conférence sur Nietzsche qui est un énorme fiasco et à la fois qui essaye de dérouter l'entreprise qui a ses habitudes. Et Nietzsche, c'est quelque chose d'assez fort, sa philosophie, la personne en tant que telle. Donc, effectivement, je pensais que c'était l'occasion d'essayer de dérouter un peu l'entreprise davantage. Oui, alors dérouter, parce qu'on se dit quand même, quand on voit les entreprises comme ça, on se dit au fond, elles ne s'en rendent même pas compte, elles ne savent pas très bien là où elles vont. C'est au fond un regard critique, mais j'allais dire poétique sur la vie telle qu'elle est aujourd'hui que vous portez, Anne-Laure Delahaye. Oui, pour avoir conscience de cette course en fait dans laquelle on est tous, parfois il faut en fait s'en extraire à un moment et donc avoir un petit temps à soi, un petit pas de côté, un moment de recul. Et donc c'est ça. Et je pense que quand on le fait pas, on peut être très longtemps dans cette folie sans s'en rendre compte. Elle n'a pas que du mauvais. Il y a des choses qui fonctionnent et qui tournent grâce à l'entreprise, grâce à sa force. Et à la fois, parfois, je pense que ça fait du bien aussi de tout à coup de s'arrêter. Ouais. C'est au fond ce que je disais au début, c'est au fond on se dit tiens ça serait bien d'amener un lézard dans la boîte, hein. Oui. Un jardin végétalisé, un peu d'écologie au fond, c'est ça. Oui, alors même si Lucie Schaft, la narratrice, se méfie de toute tentative de récupération un peu par des RH de ces espaces un peu bons pour les salariés, mais effectivement l'écologie c'est en particulier le pétrospleen, c'est un sentiment qui traverse le roman, c'est la mélancolie. Le pétrospleen, c'est vrai, on ne connaissait pas ça. Non, c'est un nouveau mot. c'est le sentiment qui nous saisit quand on prend conscience de notre dépendance collective au pétrole et aux ressources fossiles, et qu'à la fois on a vraiment aussi la jouissance de cette addiction, c'est-à-dire la jouissance de tout ce qui est permis par notre civilisation thermo-industrielle, enfin tout ce qui nous entoure est permis par le pétrole. Et donc c'est un sentiment entre le ravissement et l'effroi qui traverse tous mes personnages, en particulier Lucie, et qui parfois empêche d'agir, parfois tout à coup met dans la panique. Et à la fois, face à ce pétrospleen, l'idée de Lucie, par exemple, c'est est-ce que la poésie, ce ne serait pas un secours, un bon remède ? Oui. Se dit au fond, tous ces personnages ont un côté un peu ridicule, sans le savoir. Ouais. Est-ce que finalement, le plus intelligent dans tout ça, c'est pas le lézard qui est le plus intelligent dans la boîte? Oui, c'est le moins ridicule, certainement, même s'il l'affuble d'un tas de pouvoirs étranges. Et c'est... Il n'y a pas des intelligents et des pas intelligents, mais effectivement, ils sont assez ridicules, mais ils n'ont pas peur de l'être, et je pense que c'est ça leur force aussi. Ouais. Vous dites aussi les marchés sont comme une âme, des sentiments. Vous dites ils grondent, ils fléchissent, ils sombrent. On parle de ça. Et puis vous dites aussi il y a une volatilité des sentiments, comme on dirait une volatilité des courbes du pétrole. Oui. Et donc c'est tout. Finalement, les deux se mélangent. C'est ça qui donne à ce livre une originalité formidable. Oui, effectivement, j'ai essayé de faire se répondre
ce monde des marchés de l'énergie, qui est un monde que je connais bien parce que j'y travaille, qui grouille de partout. Les marchés, ça s'agite sans cesse, ça a quelque chose de très humain, de très vivant en ce sens. Et puis, toute la complexité des sentiments qui peuvent nous traverser. Et les marchés, c'est aussi complexe que nous. Et donc, j'ai essayé de leur redonner un peu de vie et un peu de poésie en désespoir de cause, en fait, parce qu'ils ont quelque chose aussi de très violent parfois, de très violent et de très nécessaire parfois. Enfin, ça dépend des avis, mais oui. Ouais. Oui, et derrière ça, il y a aussi des liens humains qui sont très forts. Parce que vous mélangez à travers des pages où on apprend des choses sur leurs préoccupations du quotidien, sur les cours du pétrole notamment. Et puis en même temps, il y a ces rapports humains qui sont vrais, qui peuvent donner de l'espoir au fond. Oui, c'est... Dans ce livre, ces travailleurs qui ont beaucoup de travail font parfois le choix de prendre du temps pour ces liens humains, ces liens d'amitié qu'ils ont entre eux. Ils essayent de soutenir un collègue qui a des tuiles immobilières, enfin bref. Et ça, je pense que c'est à notre portée à tous. En tout cas, c'est quelque chose évidemment auquel on aspire tous, ces liens. Oui, les lézards ne sont pas les ennemis des éoliennes. Alors... Les deux peuvent aller ensemble. Hein. Non, mais oui. Il faut lire le livre pour comprendre. Hein? Il y a beaucoup de paradoxes dans le monde, dans l'écologie aussi. Oui. Donc c'est... Oui, il y a beaucoup d'humour aussi. Oui. Il vaut mieux en rire. On se dit qu'il vaut mieux en rigoler de tout ça. Hein. Exactement, c'est ça. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et puis, ce livre, c'est juste un reflet d'un monde qui est complètement débordé, assez incapable, et puis qui pourtant s'efforce de faire des choses aussi. Et donc, j'ai préféré sourire de tout ça. Ouais. Mais finalement, en dynamitant tout ce système, vous nous le faites aimer, vous nous le rendez plus humain. On se dit, tiens, bah oui, finalement. Oui, tant mieux. Effectivement, c'est bien ça. C'est le dynamiter. Enfin, c'est exactement comme une petite fleur dans du béton. Un peu poussée dans du béton. Disons, c'est à la fois un peu niais et à la fois un peu vrai qu'on peut, je pense, changer les choses de manière très douce et en restant à l'intérieur des choses. C'est pas du tout la seule solution. Et il faut aussi plein de choses plus costauds, mais je pense que ça peut pas faire de mal parfois de s'arrêter et de consacrer une partie de son temps à de la poésie. Ouais, oui, parce que la logique dont je parlais dans ce milieu-là, il y a une logique, mais personne ne la connaît. En tous les cas, tout le monde fonce sans savoir où il va. Oui, hein c'est vrai ça. C'est ça qui est drôle, au fond. C'est ça qui les rend attachants, au fond. Oui, et toujours confronté à cette incertitude fondamentale qui est qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Et donc les marchés, les modèles ont qu'une impatience, c'est de savoir ce qui se passera demain et essayent sans cesse de le faire et personne n'y arrive jamais. Typiquement, Lucie, la narratrice, lit dans le cadre de son travail chaque année des gros rapports de l'Agence internationale de l'énergie qui concatenent toute la pensée très savante du monde sur quel sera le futur de l'énergie demain. Ces rapports sans cesse se trompent. Et donc elle en prend son parti, elle se dit ils tombent à côté, mais tant qu'à faire, c'est des rapports volumineux avec beaucoup de graphiques, de camembert bariolés, et elle les découpe et elle en fait des collages en se disant qu'au moins ce ne sera pas perdu et ça fera quelque chose de joli. Alors c'est peut-être complètement inutile et à la fois c'est la solution qu'elle trouve. Oui, en même temps, ça démystifie tout ça. Hein. Ah oui, ça pourrait paraître inquiétant, mais si on ne savait pas qu'au fond, il faut peut-être nous sauver par la poésie. La poésie peut nous sauver du cataclysme qui nous menace. Nous sauver, je ne sais pas, mais elle ne peut pas faire de mal. Et individuellement, elle peut nous mettre du baume au cœur, en tout cas. Et je pense, en tout cas, c'est le pari que font mes personnages, qu'elle peut avoir des effets concrets, oui. Et des effets concrets, c'est-à-dire de réussite. Oui. C'est-à-dire qu'on peut à la fois concilier le bonheur et la réussite de l'entreprise. Alors, pour l'entreprise, ça, je sais pas. Mais je pense que consacrer du temps, prendre le temps, se mettre en recul de temps en temps et écrire quelques haïkus, je vois pas comment ça pourrait faire du mal à l'entreprise. Et je pense que ça peut apporter beaucoup de bonheur à ceux qui le font. Vous saurez tout sur ce que va devenir le lézard. Parce qu'à un moment donné, il faut donner à manger. Hein, et le lézard, ça prend de la place. Et puis, on s'y attache. Surtout pas de gluten. Ouais. Surtout pas de gluten, il n'aime pas ça. Et ni d'ailleurs d'éoliennes. Merci Anne-Laure Delaye. La poésie des marchés. Cette première, on voulait vraiment vous saluer. La vie de bureau est fantastique, est écrite chez Albin Michel. Et c'est vraiment un livre absolument formidable, un premier roman. Lisez-le. C'est un roman avec une écriture qui est la vôtre, qui est vraiment incroyable et qui nous amène dans un univers qu'on ne connaissait pas sous cette façon-là. Et c'est vraiment... c'est très jouissif. Merci Anne-Laure Delaye. Merci Patrick.